Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Lutte contre le terrorisme et le crime organisé et gestion des flux migratoires. La coopération sécuritaire entre Rabat et Madrid est au cœur de la visite du ministre espagnol de l'Intérieur qui affirme que la coordination entre le Maroc et l'Espagne est à son meilleur niveau. À travers le monde, la course au vaccin se poursuit, un effort mobilisant toutes les énergies des laboratoires et des gouvernements face à la pandémie de coronavirus. Quels sont les effets attendus du vaccin et comment agit-il sur l'organisme? Élément de réponse dans ce journal. Depuis l'intervention marocaine à Guerguerat sur instruction royale, le trafic routier a repris entre le Maroc et la Mauritanie. Et parallèlement à l'essor des liens commerciaux entre les deux pays, de nombreux projets de développement sont lancés dans la province d'Aousserd, près de la frontière mauritanienne. Focus dans ce journal sur la localité de Birgendouz. À Asela, un hommage est rendu à Mohamed Mlihi. Décédé il y a quelques semaines, l'artiste peintre était l'un des grands noms de l'art contemporain marocain. Un atelier d'art est organisé par un groupe d'artistes plasticiens pour saluer la singularité de l'œuvre de Mohamed Mlihi. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu ce vendredi un appel téléphonique avec Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. La coordination entre le Maroc et l'Espagne est aujourd'hui à son meilleur niveau. C'est ce qu'affirme le ministre espagnol de l'Intérieur en visite à Rabat. Il a rencontré son homologue Abdelouafi El-Ftit pour discuter notamment de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et de la gestion des flux migratoires. Reportage Abdelhamid El Mourabit et Mouloudi Zindine, le récit de Rizlan Taibi. C'est la 7e visite au Maroc de Fernando Grande Marlaska depuis qu'il a été chargé de diriger le ministère de l'Intérieur de Madrid en juin 2018. La fréquence des déplacements à Rabat du ministre de l'Intérieur espagnol dénote la coordination intense entre les deux pays. Une coordination qui est actuellement, selon Fernando Grande Marlaska, à son meilleur niveau et se distingue par une confiance mutuelle et s'étend à de nombreux domaines, essentiellement la lutte contre le terrorisme, la migration clandestine et le crime organisé. Des thèmes au cœur de l'entrevue entre le ministre espagnol et son homologue marocain Abdelouafi El-Ftit. Nous sommes revenus sur la situation des îles Canaries. Nous avons défini ensemble diverses mesures visant à poursuivre notre action pour contrer les opérations de migration clandestine et le crime organisé. La migración irregular en la lucha contra las organizaciones criminales. Ces mesures, a fait savoir le ministre espagnol, interviennent dans le cadre de la nouvelle situation concernant notamment la voie du littoral atlantique, ajoutant que les deux pays ont réalisé un succès important dans la lutte contre ces deux phénomènes. Sachez également que les éléments de la Sûreté nationale et les services de la douane au port de Casablanca ont mis en échec hier soir une tentative de trafic de 2 tonnes et 360 kg de shira interceptés dans des conteneurs de minerais qui étaient destinés à l'exportation. Les opérations de contrôle de 5 conteneurs destinés à l'export à bord d'un voyage commercial par voie maritime vers un pays subsaharien ont permis la saisie de cette quantité de drogue dissimulée dans des cavités creusées dans le marbre. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Nous ouvrons à présent le dossier du coronavirus avec le bilan national quotidien. Le ministère de la Santé annonce 4 706 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 92 nouveaux décès. 4 220 guérisons supplémentaires sont également recensées. Et à travers le monde, la course au vaccin se poursuit. Un effort mobilisant toutes les énergies des laboratoires et des gouvernements face à la pandémie de coronavirus. Quels sont les effets attendus du vaccin et comment agit-il sur l'organisme? Élément de réponse dans ce reportage de Al-Adin Al-Hamini et Amina Khabab, le récit de Jazia Al-Hamari. Plus les cas de contamination au Covid-19 augmentent à travers le globe, plus le fameux vaccin se fait attendre. Une véritable course contre la montre est engagée depuis plusieurs semaines par les laboratoires du monde entier pour ce qui est déjà perçu comme le vaccin du siècle. Plusieurs pays ont investi dans ces laboratoires avant même d'obtenir les résultats des essais cliniques.
C'est ce qui leur a permis d'avancer rapidement dans l'élaboration de ce vaccin. Des vaccins pour l'heure en phase d'essai, l'objectif étant de déterminer la tolérance et l'efficacité du dit vaccin chez l'homme. La vaccination permet en effet de provoquer une réaction immunitaire au sein de l'organisme. Celle-ci aboutit à la mise en place d'une défense qui peut être de deux types. D'une part, l'immunité humorale entraînant la production d'anticorps dans l'organisme qui détruisent le virus lorsqu'il est encore à l'extérieur de la cellule. D'autre part, l'immunité cellulaire, ce sont alors les lymphocytes T qui détruisent les cellules infectées et empêchent le virus de se reproduire. Dès l'Antiquité, les scientifiques constataient que les personnes qui contractaient des maladies infectieuses une fois ne tombaient pas malades une seconde fois. Les prémices de l'immunisation remontent ainsi au XVIIe siècle et concerne la variole. À l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé dénombre 164 projets de vaccins en phase préclinique. 48 candidats vaccins sont en essai clinique et parmi eux, 11 sont entrés en phase 3. Pour en parler, nous retrouvons via Skype le docteur Saad Agoumi, président fondateur d'honneur du Collège syndical national des médecins spécialistes privés. Docteur Agoumi, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. La campagne de vaccination contre le Covid-19 est imminente au Maroc, mais avant cela, il a fallu multiplier les tests. Pouvez-vous nous dire, docteur, en quelques mots, en quoi a consisté toute cette phase d'essai ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Il faut tout d'abord dire que la possibilité d'accéder assez rapidement à la vaccination au Maroc est une aubaine obtenue grâce à un acte visionnaire de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Effectivement, il y a eu des essais pour que le Maroc puisse profiter de cela assez rapidement. Les essais cliniques qui ont été faits sur 600 personnes permettait de voir s'il y avait des effets secondaires mineurs, moyens ou majeurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas été noté d'effets inquiétants parce qu'il faut dire que le vaccin qui va être importé par le Maroc se base sur une technologie qui a fait ses preuves, qui est celle de la quasi-totalité des vaccins que nous donnons à nos enfants depuis des décennies au Maroc. Donc c'est juste une confirmation de la quasi-innocuité de ces vaccins qu'il ne faut quasiment pas craindre. Les essais, nous attendons leurs résultats officiels dans les jours, voire les heures qui arrivent, mais nous savons déjà qu'il y a eu juste quelques petits effets mineurs sous forme de petites fièvres ou des signes vraiment pas inquiétants du tout. Et donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de rassurer le citoyen et pour laquelle il faut aller dès la mise en place, tous ensemble, et pour avoir une grande chance de voir s'arrêter cette pandémie dans des délais optimums. Et à propos de la campagne de vaccination, à proprement parler, comment devrait-elle se dérouler à l'échelle d'un pays comme le Maroc ? Eh bien, la campagne de vaccination, effectivement, ça va être un gros chantier dans lequel il faudrait qu'on implique toutes les forces vives sanitaires du pays, aussi bien le public que le privé. Tous les volontaires seront les bienvenus parce qu'il va falloir vacciner à court terme la quasi-totalité des citoyens et ce n'est pas une mince affaire. Donc, ça va se dérouler d'abord dans un premier temps. Le Maroc importe environ 10 millions de doses parce qu'il faut faire 2 doses à 3 semaines d'intervalle et on va commencer par l'armée, par le corps médical, par les personnes âgées et vulnérables et donc il est très très important que dans cette action nous ayons l'implication de tous et le ministère va certainement veiller sur cela et les médecins du privé sont particulièrement disposés à aider, à être des acteurs majeurs pour réussir l'action. Docteur Agoumi, la bataille contre le Covid-19, vous le savez, n'est pas encore gagnée et de nombreux malades doivent encore être pris en charge par les services de santé, aussi bien dans le public que dans le privé. Très brièvement, comment réagissez-vous à la polémique qui a éclaté au sujet de la tarification dans les cliniques privées ? Écoutez, c'est une polémique malheureuse parce qu'elle est partie de malentendus. Vous savez, la prise en charge du Covid est certes quelque chose de nouveau, mais qui n'a rien de différent par rapport à une prise en charge d'une hospitalisation médicale ou de réanimation. Le privé s'est impliqué dès le début et maintenant il s'implique davantage. Et il y a eu cette polémique parce qu'on ne s'est pas entendu sur le coût réel. Je pense que maintenant l'ANAM a mis
en place une grille tarifaire, mais ce qui manque à cette grille, c'est qu'elle n'est pas basée sur le coût réel de l'hospitalisation. Vous savez, dans le Covid, il y a des hospitalisations médicales simples, il y a des hospitalisations modérées, et il y a la réanimation qui est très lourde et très coûteuse. On ne peut pas venir décider d'un prix si on n'a pas décidé le coût de la prestation. Si on pouvait parler dans cette prestation, ne serait-ce que dans l'oxygène, quand on tarife une réanimation à 1500 dirhams, alors que l'oxygène coûte entre 1200 et 1400 dirhams jour, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire de la réa correcte si on ne monte pas ces prix. Donc les négociations continuent. Dès mardi, je pense qu'il y a une réunion importante qui va aller vers la mise en place d'une objectivité de ces coûts pour établir le prix de la prestation. Et je pense que les médecins privés et publics doivent être tous remerciés pour l'effort qu'ils ont fourni. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée à la mémoire de toutes les consoeurs et les confrères que nous avons perdus et tous les citoyens de ce pays qui sont partis grâce à cette pandémie. Mais je pense que cette polémique est juste un petit nuage qui passe et auquel on va trouver une solution parce qu'elle n'est pas fondée sur des choses solides. À partir du moment où on va se mettre autour d'une table et décider combien coûtent les choses, on va leur trouver un prix. Il n'y a pas de raison que tous ne s'impliquent pas dans ce sens. Docteur Saad Agoumi, merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Précision. Et suite justement à cette polémique sur la tarification dans les établissements privés, une commission centrale a été mise en place par le ministère de la Santé. Elle devra assurer le suivi et le contrôle de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 dans les cliniques privées. Les développements dans ce reportage de Marim Amlal et Mustafa Sadouni. Le récit est de Mamadou Diaye. C'est tout un ensemble d'éléments qui composent le protocole de traitement d'un patient atteint de Covid-19. Allant des équipements dédiés au corps médical aux consommables comme les bouteilles d'oxygène. Une prestation qui a un coût, celui-ci est désormais fixé par l'Agence nationale des assurances maladie dans les établissements privés. Certaines cliniques ont appliqué des tarifs 2 à 3 fois supérieurs à la normale, alors que dans ce contexte de crise sanitaire, il faut faire preuve de solidarité. D'ailleurs, dès le début, l'État a montré l'exemple en prenant en charge les malades, quelle que soit leur situation et conditions sociales. Suivant les cas diagnostiqués, malades asymptomatiques, modérés, critiques ou sévères, nécessitant une assistance respiratoire ou non, le coût du traitement est compris entre 200 et 18 000 dirhams, une tarification destinée à protéger les citoyens. Malheureusement, nous constatons que certaines cliniques privées réclament des chèques de garantie, ce qui soulève un problème juridique. Nous espérons que cette flambée des prix va finir par s'arrêter. Par ailleurs, il faudrait que les procédures soient simplifiées à l'égard des assurés, qui sont avant tout des patients qui viennent se faire soigner. Pour veiller au respect de ces dispositions, une commission centrale a été mise en place par le ministère de la Santé. À travers ses antennes régionales, son rôle est d'assurer un suivi et un contrôle de la prise en charge des malades du Covid-19 dans les cliniques privées. Et dans le monde, le nombre de contaminations au Covid-19 avoisine désormais les 56 millions depuis l'apparition de la pandémie. L'Amérique du Nord reste l'une des régions les plus touchées, notamment les États-Unis et le Mexique. Wadia Dedin. Le nombre de cas confirmés de coronavirus avoisine les 56 millions. D'après le décompte de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 10 millions de ces cas ont été recensés en Asie du Sud-Est, 16 millions en Europe et 23 millions dans les Amériques. Et en tête des pays les plus affectés, on retrouve toujours les États-Unis. Chez le voisin mexicain, le nombre des décès a dépassé les 100 000 pour plus d'1 million de contaminations. La majorité des patients qui ont succombé étaient atteints de maladies chroniques. Le Mexique devient ainsi le 4e pays à atteindre un nombre aussi important de morts depuis le début de la pandémie. En Russie, le nombre de morts est 3 fois moins important, mais les autorités sont tout autant préoccupées, surtout après que le nombre de contaminations a atteint un nouveau record, plus de 24 000 en 24 heures, ce qui porte le total des cas au-delà des 2 millions. Pendant ce temps, la Jordanie renforce sa capacité d'accueil à travers la construction de 3 hôpitaux de campagne. Ces établissements médicaux dotés d'un total de 1500 lits devraient être opérationnels d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, 2000 médecins supplémentaires seront recrutés.
Enfin, au Brésil, des chercheurs ont mis au point ce spray à action rapide pour éliminer le coronavirus. Le liquide développé par l'université de Campinas est constitué d'ions métalliques et de polymères naturels, des composés chimiques censés inactiver le SRAS-CoV-2. Le spray peut donc être utilisé pour enduire des masques faciaux et prolonger ainsi leur efficacité. Je vous le disais au début de cette édition, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un appel téléphonique aujourd'hui avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Lors de cet appel, les deux chefs d'État ont exprimé leur grande satisfaction du développement rapide que connaît la coopération bilatérale, ainsi que leur grande volonté de la consolider et la hisser à un niveau à même de permettre l'approfondissement de cette coopération entre les deux pays voisins et l'élargissement de ses perspectives et la diversification de ces domaines. Cet appel téléphonique a été aussi une occasion lors de laquelle les deux chefs d'État ont abordé les derniers développements régionaux. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a fait part de sa disposition à effectuer une visite officielle dans la République islamique de Mauritanie, adressant en même temps une invitation au président mauritanien à visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Et depuis l'intervention marocaine à Guerguerat sur instruction royale, le trafic routier a repris entre le Maroc et la Mauritanie, une reprise qui a été immédiatement ressentie dans les marchés de la capitale mauritanienne, Nouakchott. Mamadou Diaye. Des étals remplis, ce célèbre marché de fruits et légumes de Nouakchott en Mauritanie revit. Les près de 3 semaines de blocage du point de passage de Guerguerat avaient fini de provoquer une pénurie de ces denrées alimentaires. Les prix sont redevenus abordables pour les consommateurs. Même les plus modestes ont pu acheter des fruits et des légumes. Aujourd'hui, le marché a retrouvé les ambiances des grands jours. Ces commerçants ont de quoi se réjouir, sachant que leur activité dépend essentiellement de l'approvisionnement de ces lieux. Jusqu'ici, tout va pour le mieux. La situation est revenue à la normale. Il faut reconnaître que pendant la période de blocage, c'était infernal. Certains ont perdu leurs marchandises, d'autres ne trouvaient rien à acheter. Mais c'était vraiment compliqué pour tout le monde. Le point de passage de Guerguerat, situé à une 60aine de kilomètres au nord de Nouadhibou, constitue le poumon des échanges commerciaux en produits agricoles vers la sous-région. Chaque jour, ce sont près de 300 camions qui assurent le transport des marchandises de part et d'autre la frontière. Et parallèlement à l'essor des liens commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie, de nombreux projets de développement sont lancés dans la province d'Aousserd, près de la frontière mauritanienne. C'est le cas notamment à Birgendouz. Il s'agit de la mise à niveau d'équipements locaux, de la réalisation de routes et du lancement d'activités génératrices de revenus. Reportage Hassan Lohmadi et Nizar Bouhout, le récit est de Rizlan Taibi. Un nouveau projet social vient de voir le jour à Birgendouz. Il cible les femmes sans ressources et vise à leur apprendre un métier pour subvenir à leurs besoins en leur proposant des ateliers de couture, de broderie et de cuisine. Le centre social qui vient d'être inauguré dispose de tous les équipements nécessaires pour assurer une bonne formation aux bénéficiaires de la région. De nombreux projets socio-économiques et de structures ont été réalisés ces dernières années. Les 5000 habitants de Birgendouz ont vu leur commune se métamorphoser. Un important réseau routier relie toutes les communes de la province d'Aousserd. La commune de Birgendouz est accessible à travers des voies bitumées à partir de toutes les localités de la région. Des projets d'infrastructures ont été réalisés ces derniers mois, notamment des projets d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées, ainsi que la construction de 500 habitations économiques. L'activité économique connaît aussi un développement constant grâce notamment au poste frontière Guerguerat situé à 14 km où transitent chaque jour 1000 tonnes de marchandises entre le Maroc et la Mauritanie. Et la réalisation du nouveau port de l'Mhiriz, près de Birgendouz, contribue à cette dynamique de développement. Une structure moderne, dotée notamment d'une halle aux poissons. La réalisation du port a permis d'améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs de la région. Reportage Hassan Lohmadi et Nizar Bouhout, le récit est de Amina Ben Khalq. Ce nouveau site vient renforcer l'infrastructure portuaire de la région du sud marocain. Le port de l'Mhiriz, à seulement 14 km de Bir El Gendouz, permet déjà à 190 barques de prendre le large.
Il a pour objet principal de créer une dynamique économique et sociale. Il a une capacité à supporter presque 300 barques pour la pêche artisanale et 24 unités de la pêche côtière. Situé sur le littoral atlantique de la province d'Aosserd, à 300 km au sud de Dakhla, ce port est implanté à proximité d'un village de pêcheurs. Des pêcheurs qui ont vu s'améliorer leurs conditions de travail. Ce projet illustre parfaitement la dynamique de développement dans la région. Nous assistons depuis des années à un véritable changement, dont celui des infrastructures portuaires. C'est tout le Sahara marocain qui vit un processus de développement. Le port est l'un des nombreux chantiers qui feront la différence dans la région. Ce port, dont les travaux de construction ont coûté la bagatelle de 242 millions de dirhams, permettra une valorisation optimale des ressources halieutiques. Une bonne nouvelle pour la dynamique économique de la région. Le port de Mheriz nous permet déjà d'attirer des investisseurs, de créer d'autres projets de développement et de renforcer le commerce. Cette infrastructure va non seulement drainer des investissements, mais également créer des opportunités d'emploi et contribuer à développer la région. Dotée d'une halle aux poissons et d'une fabrique de glace, cette infrastructure s'élargira encore. Elle comprendra des digues principales et secondaires, des quais d'accostage et un quai flottant pour approvisionner les bateaux en carburant. Tout autre chose à présent avec ce litige immobilier dans la région de Marrakech. Un groupe d'acheteurs attend toujours ces lotissements achetés dans la commune de Tassultant, une attente qui dure depuis plusieurs années. Les explications dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Banderoles et pancartes à la main, ces personnes se sont réunies pour protester contre le groupe Al-Omran. Et pour cause, ils auraient acheté il y a de cela plusieurs années des lotissements de terrain à Riyad Ourika qui n'ont toujours pas été livrés par l'opérateur d'aménagement en question. Nous avons acheté des lots de terrain de chez Al-Omran. Certains l'ont fait en 2012, en 2013, d'autres en 2014. Et ils devaient être livrés à la fin de l'année durant laquelle s'est fait l'achat. Nous sommes en 2020 et cela fait 8 ans que nous attendons de récupérer nos lotissements. Selon Al-Omran, l'aménagement des lotissements a connu plusieurs contraintes qui a poussé le groupe à déposer une requête pour la modification du plan d'aménagement initial et qui est en cours de validation. La commune, quant à elle, assure que le nouveau plan est déjà prêt et n'attend plus qu'à être retiré. Les travaux ont connu plusieurs arrêts en raison d'objections émises par certaines personnes opportunistes au sein de cet espace foncier. Nous avons donc déposé une demande pour la modification du plan d'aménagement prenant en compte l'ensemble des contraintes et qui est en cours de validation. Le plan du lotissement n'a toujours pas été récupéré par l'Omran. Et ils doivent pour ce faire s'acquitter de leur dû. Suite à cela, nous serons prêts à leur livrer une autorisation de réception pour les lots finalisés à condition que les travaux soient réellement achevés. Les pourparlers entre Al-Omran et la commune de Tasseltan se poursuivent. En attendant, les acheteurs espèrent que le problème sera rapidement résolu et qu'ils pourront ainsi se voir livrer leurs biens. Sport avec la Confédération africaine de football qui choisit le 12 mars prochain son nouveau président. 5 candidats sont en lice, dont l'actuel président de la CAF, le malgache Ahmed Ahmed. Il est actuellement en période de convalescence après avoir contracté le coronavirus. Il essaiera d'obtenir un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la CAF. Pendant ce temps, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent. Grâce aux 6 points engrangés face à la République centrafricaine, les Lions de l'Atlas se rapprochent de la qualification pour la CAN 2021. Quel regard portent les observateurs sur le niveau actuel de l'équipe nationale? C'est un sujet de Jamal Oualam. Opération réussie, 6 points sur 6 récoltés par les Lions de l'Atlas face à la République centrafricaine. Après 4 rencontres d'éliminatoires, 3 victoires et 1 match nul concédé, le Maroc est à 2 doigts de se qualifier pour la CAN 2021. De quoi apprécier. Bâtir avec des bons résultats est mieux de bâtir sans résultats ou avec des résultats négatifs. C'est pour ça une victoire 4-1, je pense qu'elle pourrait aider Wahid et les joueurs pour essayer d'avancer dans un climat serein. Si le sélectionneur s'en tire bien sur le plan comptable, sa mission de rebâtir n'a pas encore pris tout son sens d'après les spécialistes. Il y a encore du travail à faire
du côté du staff technique, parce que la matière, on l'a, les joueurs sont là, il faut juste réussir à en tirer la quintessence et le meilleur. De jeunes joueurs qui émergent, des pépites qui confirment et des stars qui prennent désormais leurs responsabilités. D'après les spécialistes, l'opération reconstruction est en bonne voie. On avait un besoin de leader technique, je pense qu'on l'a enfin trouvé en la personne de Ziyech qui est beaucoup plus libéré qu'il y a quelques années, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. On sent qu'il prend ses responsabilités et il met tout le monde en confiance autour. Je pense que c'est le rôle du coach aussi de trouver des choses comme ça. Et je pense qu'on a une belle équipe à bâtir. Hakim Ziyech et Achraf Hakimi sont le présent et l'avenir de Lions de l'Atlas qui ont l'ambition de décrocher enfin un titre continental qui les fuit depuis 1976. Après 10 rencontres en 15 mois, une seule défaite en match amical, le bilan de Vahid Halilovic est positif pour les spécialistes qui restent confiants mais attendent de voir l'évolution. Dans la page culturelle de ce journal, cet hommage rendu à Mohamed Mlihi. Décédé il y a quelques semaines, l'artiste peintre était l'un des grands noms de l'art contemporain marocain. À Asséla, un atelier d'art est organisé par un groupe d'artistes plasticiens pour saluer la singularité de l'œuvre de Mohamed Mlihi. Reportage Sadiq Benzina et Farid Reichou, le récit est de Oussama Al-Baqali. À Asséla, il a fait honneur toute sa vie, rendant hommage à sa ville natale à travers ses nombreuses dépictions de vagues. Quelques semaines après la disparition de Mohamed Mlihi, c'est au tour d'Asséla de rendre l'appareil à son artiste iconique lors d'un atelier d'art qui se déroule du 16 au 27 novembre au Palais de la Culture. Cet atelier est à l'initiative de Mohamed Ben Issa, ami de feu Mohamed Mlihi. Cette amitié qui réunit les deux artistes pendant des années a été à l'origine du projet culturel et artistique d'Asséla il y a près de 40 ans. Un projet perpétré aujourd'hui par une autre génération d'artistes. Ce tableau est un hommage à l'artiste et à son âme. J'y ai inscrit tout ce que j'ai appris de lui. De ces collages et peintures inspirées par feu Mohamed Mlihi sera constitué le noyau de la collection du musée Mlihi, un musée qui sera construit vers la fin de l'année prochaine par la fondation du Forum d'Asséla. Pour clore ce journal, direction le Japon, des scientifiques basés à Kyoto ont inventé un robot dont le rôle est très simple. Il veille au respect des mesures de prévention sanitaire face au Covid-19. Il est équipé de capteurs 3D et d'une caméra qui lui permettent de détecter les personnes qui ne respectent pas la distanciation sociale ou le port du masque. Une première expérience concluante a été faite dans des magasins de sport à Osaka. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un entretien téléphonique avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Lors de cet appel, les deux chefs d'État ont exprimé leur grande satisfaction du développement rapide que connaît la coopération bilatérale, ainsi que leur grande volonté de la consolider et la hisser à un niveau à même de permettre l'approfondissement de cette coopération entre les deux pays voisins, l'élargissement de ses perspectives et la diversification de ses domaines. Cet appel téléphonique a été aussi une occasion lors de laquelle les deux chefs d'État ont abordé les derniers développements régionaux. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a fait part de sa disposition à effectuer une visite officielle dans la République islamique de Mauritanie, adressant en même temps une invitation au président mauritanien à visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hossein Ouzeg pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2N.